Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast WordPress côté business en partenariat avec l'agence WordPress Amphibie où on va aborder une utilisation de WordPress dont j'ai pas forcément l'habitude de vous parler, mais c'est vraiment l'utilisation par des grands groupes, des grosses sociétés parce que oui, WordPress c'est pas que pour des blogs, c'est pas que pour des petits sites, il y a des grosses structures qui s'en servent et du coup l'idée c'était de creuser ça dans ce podcast et donc aujourd'hui je reçois Tom d'Eskimos qui est le DG du groupe et donc bienvenue et on va parler un petit peu de WordPress avec Eskimos. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nous dire ce que tu fais au sein d'Eskimos? Je sais que tu es arrivé stagiaire il y a une dizaine d'années et que maintenant tu es DG du groupe. Donc Ouais. est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours pour que les gens qui nous écoutent puissent un petit peu mieux comprendre qui tu es? Ouais. Donc Tom Tréhard, je suis DG d'Eskimos Group aujourd'hui et je suis arrivé en effet il y a 10 ans dans la boîte en tant que stagiaire. À l'époque, Eskimos c'était une agence SEO locale Ouais. et je suis rentré consultant SEO. C'était un métier qui me passionnait. J'adorais le fait que il y avait des enquêtes à mener sur chacun des sites clients, c'était assez ombrageux finalement aussi à l'époque le SEO et ça l'est encore, que les recettes qu'on devait appliquer sur chacun des clients différaient à chaque fois, donc c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Je suis rentré consultant SEO du coup chez Eskimos et puis vite je suis passé business developer dans l'agence parce qu'on était à l'époque premier sur agence SEO, Okay. donc l'agence SEO. Et c'est d'ailleurs c'est pour cette position-là que je suis rentré chez Eskimos. Je me suis dit si je dois rentrer dans une agence SEO, c'est la bonne parce que s'ils arrivent à être premiers sur agence SEO, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Et du coup, cette position-là nous a amené énormément de leads. Mm-hmm. Et à l'époque, c'était Andrea Ben Saïd, donc le fondateur de l'agence, qui est bien connu aujourd'hui, et à l'époque qui faisait la réponse à ces demandes entrantes. Ouais. Et puis il avait aussi beaucoup d'autres choses à faire, et puis c'était quelque chose qu'il souhaitait déléguer à un sales, la réponse à ces demandes entrantes. Et du coup, moi, je suis passé business developer. Donc à partir de ce moment-là, j'ai construit vraiment toute l'offre commerciale d'Eskimos. J'ai structuré l'offre commerciale d'Eskimos et ça s'est bien passé. On a commencé à signer énormément de contrats tous les mois. Ouais. Et donc les choses après se sont emballées. Donc on a recruté un pôle commercial, des business développeurs. Je suis passé head of sales. Et puis en 2020, on a un fonds d'investissement qui s'est intéressé à nous, qui est rentré au capital d'Eskimos, qui a pris 20% des parts, donc ils étaient minoritaires. Et à ce moment-là, du coup, j'ai été nommé DG d'Eskimos France. Donc voilà, je fais tout le parcours. Ouais, ok, c'est super parce que effectivement, Eskimos c'est une super aventure parce qu'au départ, Andrea il était tout seul, consultant SEO comme n'importe quel freelance, on va dire, et puis il a su construire quelque chose qui est aujourd'hui un groupe international parce que vous avez racheté des structures un peu partout en Europe. Et donc vous avez quoi, 200 salariés, c'est ça? Alors de 2020 à 2024, on est passé donc de une structure, Eskimos France, à 7 structures au sein du groupe. Donc on a aujourd'hui 5 agences d'acquisition. Ce qu'on appelle les agences d'acquisition Global Search, on reviendra après sur le terme. Bien sûr. Donc on est présent en France, en Espagne, en Italie, au UK et en Allemagne, avec des agences en fait qui travaillent sur le SEO des sites, le SIA, le SMA. Et puis on a 2 agences qui sont Needs et Deploy. Needs qui est spécialisé Creative Ads et TikTok, contenu vertical, et Deploy qui est une agence Amazon, donc qui aide les marques à performer sur la marketplace en organique et en payant. Voilà. Donc on est 250 salariés, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 1000 clients actifs sous abonnement. On est présent dans 6 pays parce qu'on a cette envergure, donc comme je disais, France, Espagne, Italie, Allemagne, UK, et on a aussi des bureaux à Casablanca où on a des fonctions back-office là-bas, finance. Ça marche. Dev. Ok, super. Ouais. Donc grosse structure et du coup avec du WordPress sur pas mal de sites clients, j'imagine. Avec du WordPress, je pense que on a 60-70% de nos clients c'est du lead, des sites de lead, et on a un bon 70% de clients en lead qui sont sous du WordPress. Donc nous, on travaille, c'est le CMS phare chez nos clients, et c'est un CMS aussi qu'on utilise pour nous, pour le site d'Eskimos depuis toujours.
Voilà, nous, on a toujours voulu être un cordonnier bien chaussé. Chez Eskimos, c'est ce qui nous paraissait essentiel en fait pour arriver à démontrer à nos clients qu'on savait opérer la prestation qu'on vendait et qu'on la faisait pour nous. Et ça passait par un site WordPress avec toutes les customisations que ça permet, les optimisations de temps de chargement que ça permet. C'est un CMS qui est hyper flexible et qu'on recommande systématiquement à nos clients qui cherchent à développer un site. Ok, génial. Tout à l'heure, tu parlais de Global Search, parce que effectivement, WordPress, ça a souvent été utilisé, pour travailler son SEO, mais aujourd'hui, on peut pas se limiter au SEO parce que il y a l'arrivée des IA, etc. Il y a des réseaux sociaux et donc la visibilité ne vient plus seulement de Google. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer ce concept de Global Search, c'est d'être visible sur un maximum de plateformes. Moi, à l'époque, quand j'ai lancé le EP Marmite, je suivais un gars qui déjà faisait un petit peu cette promotion-là du be everywhere, tu vois, être partout. Donc, podcast, tous les réseaux, etc. Réussir à arroser ta marque sur un maximum de réseaux pour obtenir de la visibilité. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, peut-être vis-à-vis d'Eskimos d'un côté et peut-être aussi de vos clients Oui, c'est ce qu'on propose aussi à nos clients. En fait, le Global Search, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais je pense que les responsables d'acquisition et les SEO en particulier fermaient un peu les yeux. Chacun était dans son truc. Et puis, aujourd'hui, très factuellement, Google, c'est 30% de la recherche. De la recherche en ligne. 40% de la recherche en ligne, ça passe par les réseaux sociaux. 10% de la recherche en ligne passe par les marketplaces. Voilà. Donc en fait, c'est un état de fait. C'est-à-dire que si on veut aller à la rencontre des gens qui recherchent sur le web, se concentrer sur son site internet et sur Google, c'est un petit peu limitant. On peut pas faire qu'une part du gâteau, quoi. Il faut. Voilà. Ouais. Et ça fait déjà quelques années que c'est le cas. Et ce qui a accéléré la conscientisation de ce phénomène-là, je dirais, c'est de l'arrivée de ChatGPT. ChatGPT qui a multiplié ses utilisateurs par 5, 6 cette année. Et tout le monde prend bien conscience dans ses propres habitudes que oui, la recherche passe par autre chose aussi que Google aujourd'hui. Même si ChatGPT aujourd'hui c'est 2% de la recherche, en tout cas ça a popularisé vachement ce terme de global search et les SEO ont commencé à lever la tête et à dire ok, moi travailler la visibilité de mon site ou du site de mon client, ça doit passer par une stratégie un petit peu plus holistique de visibilité. Ouais, d'être vraiment sur du 360 et après j'imagine en fonction du client parce que du service ou du produit qu'il va proposer, tu vas aller après travailler d'autres canaux d'acquisition au final pour promouvoir la marque, le produit ou le service. Absolument. Après, ça dépend des clients, ça dépend aussi de ses budgets. Voilà, il y a ça aussi. Coût, il y a le côté, ok, je veux être présent, mais qu'est-ce que tu es prêt à mettre derrière pour réaliser cette ambition, quoi. Absolument. L'IA, quand même, a fait sauter énormément de barrières à l'entrée. C'est clair et net dans la création de contenu. En fait, aujourd'hui, une stratégie, elle se pense toujours en intention de recherche. On va se dire, ok, allez, on va ranker sur le mot-clé assurance auto. On va faire une page web, d'accord, mais après, on va pouvoir faire une infographie. Cette infographie, on peut la poster sur Pinterest. Autre moteur de recherche intéressant. On va pouvoir faire derrière une vidéo longue, en format 15-20 minutes, pour expliquer comment choisir son assurance auto qu'on va poster sur YouTube. Cette vidéo, on va en faire des shorts qu'on va poster sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Derrière, après, on peut aller faire un thread sur Reddit. Tu peux recycler ton contenu. On va recycler, c'est-à-dire qu'on est dans le repurposing, on va avoir une intention de recherche, et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller là déployer sur tout un tas d'écosystèmes. Et le SEO traditionnel qui consiste à faire une page web, attendre du clic de Google, celui-là, il est un petit peu mort. On peut le dire, ça fait des années qu'on crie à la mort du SEO. Le SEO tel qu'on connaissait est mort et il laisse place à quelque chose qui, pour moi, est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire travailler sur la visibilité organique de la marque, travailler sur son aura, en fait. Et je trouve que c'est presque, le SEO traditionnel est mort, mais il va reprendre des lettres de noblesse, je pense, dans les prochaines années, et il va aller travailler conjointement avec les départements marques, brand des annonceurs. Donc ça va être super intéressant à suivre. Et nous, cette transition-là, on est en plein dedans et on accompagne nos clients dans cette visibilité global search. En organique, parce qu'on parle beaucoup de l'organique, mais on est aussi une agence d'acquisition plus globale, donc on fait aussi des stratégies paid media sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Ok, oui, parce qu'il y a aussi le côté, comme tu dis, organique et qui se combine avec le paid, où tu vas peut-être aller après pousser un contenu qui a bien marché en organique en payant pour lui donner un petit peu plus l'amplifier, on va dire. Absolument. Donc, il y a plein de trucs comme ça à creuser. Et vous, est-ce que tu peux me donner un petit peu chez Eskimos, quand vous commencez à travailler avec une marque,
peut-être à partir de quel budget ça peut être intéressant après, je sais que vous travaillez avec des sociétés qui ont différentes ampleurs, mais admettons que pour être vraiment présent un peu sur tout, comme tu disais, Reddit, Amazon, etc., tout le panel, quel budget, on va dire, il faut aller chercher, ou est-ce qu'il y a des tranches un petit peu sur lesquelles tu peux communiquer? En fait, ça dépend à quel moment on intervient nous. Est-ce qu'on doit produire tous les contenus? Est-ce qu'on doit tout exécuter? En fait, c'est ça. Si on doit tout exécuter, là, ce que je viens de dire sur l'exemple de l'assurance, voilà. Il y a de la concurrence aussi là-dessus, donc ça dépend. Il y a de la concurrence là-dessus. On imagine que c'est pas la seule intention et le seul cluster sémantique qu'on va travailler pour la marque. En l'occurrence, donc là, on est sur quelque chose aux alentours des 100 000 euros par an. Mais de par aussi le niveau concurrentiel du mot-clé. Après, la vérité, c'est que il y a des mots-clés qui sont beaucoup plus niches et qu'il y a aussi des clients qui vont 100 000 euros, c'est si on exécute tout. Il y a des clients qui vont pouvoir exécuter, par exemple, le fait de tourner une vidéo de 15 minutes, d'en faire des shorts. On peut conseiller le client sur le format. Donc mais c'est le client qui va exécuter. Consultant. Donc là, en consultant, ça va. Voilà, on est sur des budgets qui vont varier énormément. Et nous, on a un panier moyen aujourd'hui annuel chez nous qui est aux alentours des 25 000 euros. Ok, super. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez? Tu vas me dire que ça va sûrement dépendre de là où en est la marque, on va dire, quand elle arrive, mais quand elle arrive chez vous, comment ça fonctionne? Quel est le process? Il y a une analyse, j'imagine, de la stratégie, se dire, OK, on va plus s'axer sur tel ou tel canal. Il y a une analyse de la stratégie, il y a une analyse aussi des forces en puissance. On construit pas une stratégie de visibilité organique. En 2025, avec tout ce que ça implique et tout ce qu'on a énoncé avant, comme on le faisait il y a 10 ans, où on allait créer une page web, faire du backlink un peu moyen et ça rankait. Donc, il y a vraiment arrivé à comprendre déjà le positionnement de la marque, sur quoi il peut leverage en interne. Est-ce qu'il a un service RP? Est-ce qu'il a déjà l'habitude de faire du contenu sur les réseaux sociaux? C'est arrivé à comprendre déjà quelles sont ses capacités à produire, à faire une content factory. Ça c'est aussi, ça fait partie du bilan. Et puis après, c'est aussi arriver à comprendre l'environnement concurrentiel dans lequel il évolue. Ça, on a énormément d'expérience, on voit des centaines de cas tous les mois. Donc, on arrive à savoir assez rapidement, en fonction du prospect qui nous vient, si l'intensité concurrentielle est faible, moyenne ou élevée. Et ça aussi, ça va faire beaucoup varier notre accompagnement. Et ça c'est super intéressant parce que effectivement, il y a différentes typologies de projets. Il y a celui qui fait son petit site vitrine parce que le concurrent en a mis un, mais il y a aucune réflexion stratégique derrière. Il y a ceux qui vont commencer à se dire, OK, il y a le SEO, il y a ci, il y a ça. Et puis, vous, j'imagine que vous bossez plus avec des boîtes qui ont, une conscience des enjeux et de se dire, OK, faut vraiment que j'investisse là-dessus parce que ça va me permettre d'avoir un retour sur investissement derrière. Oui. Nous, on travaille avec des gens matures. Voilà, c'est ça. On travaille avec des gens matures en digital. Après, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé chez Eskimos il y a 10 ans, la maturité n'était pas la même chez nos clients. Et en 10 ans, c'est fou comme il y a une culture en fait du marketing digital qui s'est diffusée dans les entreprises. Et aujourd'hui, en tout cas, les gens à qui on parle, 95% d'entre eux, ils sont matures sur les sujets. Si je parle de backlink, ils savent ce que c'est. Il y a 10 ans, honnêtement, j'expliquais 9 fois sur 10 ce qu'était un backlink. Voilà. Donc, c'est quand même symptomatique. Et c'est marrant de noter qu'il y a une évolution de ce fait-là, on arrive à bien la réaliser. Ok, super. Parce que effectivement, Ah oui, autre chose. Oui, vas-y. Les clients nous demandent plus de dire, nous disent plus, moi je paye que si ça fonctionne. Ok. C'était des choses quand même qui arrivaient beaucoup à la bouche des prospects peu matures. Moi je vais te payer si ça fonctionne pas. Les gens ont compris que c'est un effet boule de neige. C'est un effet boule de neige, que c'est un savoir-faire qu'on leur met à disposition et que tout travail mérite salaire en marketing aussi. Après, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on arrive de plus en plus, par contre, dans des modèles à la performance. Où l'idée, c'est pas de dire ça marche pas, je te paye pas, mais c'est de dire il y a une partie quand même du fees que nous on va facturer au client qui va dépendre des perfs qu'on va obtenir pour lui. Donc ça de plus en plus, on est là-dessus. Peut-être sur ce que tu me disais par rapport aux boutiques Amazon que vous pouvez monter, c'est sur cet aspect-là, peut-être qu'il y a un partage de. Sur Amazon, il peut y avoir en effet un modèle de rémunération qui dépend du chiffre d'affaires incrémental qu'on va obtenir pour le client, mais même sur du SEO. Ok. Même sur du SEO, nous, on est en capacité de traquer le chiffre d'affaires qu'on va faire, le nombre de leads qu'on va produire
en provenance du SEO et d'indexer une partie de la rémunération de la prestation sur un KPI lead, par exemple. Ça marche. Ouais. Bah super, on peut en parler justement du suivi, du tracking, parce que c'est un gros enjeu hein, de bien suivre toutes les métriques et se dire, OK, bah là, il y a du trafic qui vient de Google. Comment vous vous organisez, vous, de votre côté, pour vis-à-vis de vos clients, même pour vous, hein, sur votre propre site, pour suivre tout ça? Est-ce qu'il y a des outils particuliers que vous utilisez pour peut-être que vous branchez sur WordPress, j'imagine? Ouais, bon, on a déjà plein de tagages. Hein, ouais. Google Tag Manager. Absolument. Ouais. Et puis derrière, nous, on a développé notre propre app qu'on met à disposition de nos clients. Donc, ça s'appelle l'Eskimos App. Elle a plein de briques. Et une des briques, c'est la brique performance, où sur l'app, on va plugger, on va se brancher à Google Analytics, on va se brancher à Search Console, et puis à toutes les régies, LinkedIn, Meta et Google Ads, évidemment. Et on va avoir une interface qui va proposer la donnée de manière super propre, centralisée. On n'a pas besoin d'aller monter un looker avec du Supermetrics, avec des choses qui vont être longs à charger et soumises fortement aux bugs. C'est pas toujours hyper agréable de travailler avec ces outils-là. Donc là, on a tout sur l'interface et c'est hyper lisible. Et en plus de ça, on a une IA avec laquelle on peut discuter pour dire, OK, j'ai droppé sur mes conversions sur le mois dernier. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à une baisse de position, à une baisse de CTR ou juste à une baisse de conversion rate en fait? Et donc c'est comme ça qu'on retranscrit la performance de nos actions à nos clients sur l'Eskimos App. Ok, donc ouais, c'est une application donc vraiment que vous avez montée en interne, que vous utilisez pour vous et pour vos clients. Du coup, dans tous les pays, c'est ça? Dans tous les pays, on l'a monté. Ouais, c'est absolument ça. On l'a monté en interne. Donc nous, c'est quasiment 2 millions d'euros qu'on investit tous les ans sur cette application depuis plusieurs années. Donc il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus. On a aussi des prestataires externes. Ça doit être une sacrée machine hein, pour aller chercher toutes les données, analyser, etc. C'est une machine, c'est beaucoup d'investissement. Nous, on y croit beaucoup dans ce projet-là. Et en effet, on l'a fait parce que pour deux choses. Tu le disais, on a un enjeu de scaling à l'international et en fait, l'idée c'est quand même d'arriver à faire en sorte qu'en Allemagne, au UK, en France, on ait à peu près les mêmes modalités de fonctionnement pour que demain, quand on travaille avec Adidas sur ces trois marchés-là, le client, il travaille avec des consultants d'Allemagne, de France et d'Angleterre, mais qui ont les mêmes habitudes, qui sont à peu près standardisées dans la manière de délivrer par cette interface-là. Et l'autre truc, l'autre bénéfice qu'on voit à cette app-là, qu'on a vu très tôt dans cette app-là, c'était d'arriver à proposer, à interfacer la relation avec le client, à lui proposer une expérience qui soit meilleure que, tu vois, comme je te disais, du Looker Studio d'un côté, du mail de l'autre, quelque chose d'un peu décentralisé. Du coup, le client, il est autonome, il a accès directement à ça? Il a accès comme un SaaS classique, en fait. Et puis ça, c'est une partie, la brique performance de ce qu'on offre dans l'app, mais il y a aussi toute une partie outils où on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on a des crawlers, on a des outils pour établir des strates de netlinking, on a des outils pour créer du contenu par IA. Et en fait, c'est des outils qui sont utilisés par nos consultants, mais auxquels les clients ont accès. Nous, on a été confrontés depuis des années quand je parle à des prospects, de l'effet black box des agences. Oui, t'as juste ta relation avec ton consultant et après on comprend pas ce que vous faites et on n'arrive pas, voilà. Et ben on a voulu faire péter l'effet black box, ouvrir le capot, dire au client, regardez, nous on a des outils, on vous met à disposition les outils. C'est nos consultants qui vont les utiliser, vous n'avez pas à les utiliser. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais ils ont le suivi des actions qui ont été mises en place. Absolument. Et puis on a des clients aussi qui veulent s'autonomiser. On a un certain nombre de clients, qui ont des services comme nous, on travaille main dans la main avec les clients, ce que je disais tout à l'heure. Tous les clients ne vont pas nous donner 150 000 euros pour dire ok, faites et opérez tout. Et on va travailler conjointement avec les équipes com, les équipes contenu. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir partager des outils avec eux. Et puis ça évite, j'imagine, ne serait-ce que aussi pour vous et pour le client, d'avoir à souscrire à 50 000 outils, à Href, etc. Et comme ça, ils ont une interface unifiée sur laquelle ils ont tout. Et donc les clients, ils ne souscrivent à rien. Ça, on leur offre en plus cette interface. Ça fait partie de la presta. Ça fait partie de la presta. Nous, c'est du Tech Enable Services. On travaille avec Eskimos, on travaille avec un consultant amplifié par une tech. Et du coup, le client, il avait peut-être SEMrush à droite, Screaming Frog à gauche, beaucoup de licences. Donc, il savait pas forcément toujours très bien se servir. Il peut tout arrêter et se concentrer sur l'Eskimos App et la relation qu'il a avec son consultant. Ok, super. Et du coup, tout ça dans toutes les langues, dans les 6 langues pour l'Europe. Dans les 5 langues. 5 langues, pardon. On est présent on opère dans 5 pays. Ok, peut-être une 6e langue à venir. Ok, super. Du coup, on peut parler de ça justement
des prestats SEO pour creuser un petit peu vis-à-vis des différents pays, parce que chaque marché est différent. Donc, j'imagine que les prestats doivent varier entre le Royaume-Uni, la France, Oui, l'Allemagne. fortement. Comment dire, la difficulté elle est peut-être plus simple dans certains pays. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du process ou comment fonctionnent les consultants, comment vous les formez? Parce qu'il y a un aspect qualité, j'imagine, à se dire pour que qu'il y ait livraison des prestats soit vraiment qualitative et qu'il y ait des résultats derrière. Ouais. Alors déjà sur la différence entre les pays, elle se marque par l'appréhension qu'on fait du link building. Ouais, ok. Ça fait des années. Oui, en France, on est un peu les champions de tout ça. En France, on est les champions de l'achat de liens. Ouais, voilà. C'est vraiment un des plus gros marchés d'achat de liens au monde. Oui, on a plein de plateformes qui proposent des rapport au PIB. Ouais. Aux États-Unis, ça dépense plus dans l'achat de liens. Au UK aussi. Ok. Mais je vais y venir après. Ils le font différemment. Mais ouais, on a le plus de plateformes. En Allemagne, il y a 2 plateformes. En Espagne, il y a 2 plateformes. Okay. En Italie, il n'y a pas de plateforme. D'accord. Ouais. Donc ouais. Alors, le rapport à l'achat de liens, au UK, ça fait longtemps qu'ils font plus de link building, qu'ils en vendent plus à leurs clients. En Allemagne aussi. Ok. Ils vendent du RP digital. Ils vendent, en fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire de la vraie autorité. Construire du RP digital, du vrai backlink. C'est des marchés qui sont extrêmement matures. Oui, ok. L'Espagne, à l'inverse, ils vendent des liens de très faible qualité, ils achètent des liens de très faible qualité. Et ça suffit, quoi, on va dire. Et ça peut suffire, mais après, attention, l'Espagne, c'est un marché très concurrentiel. Ils sont bons en SEO. Ouais. Ils sont bons en marketing en général. Il y a beaucoup de contenu qui se crée en Espagne. D'accord. Ils sont hyper dynamiques, les Espagnols. Franchement, c'est un super marché. Je dirais que le marché peut-être le moins mature, le moins digitalisé, c'est l'Italie. Ok. Sur les marchés sur lesquels on est présent. C'est un marché qui est encore beaucoup tenu dans le service par les grosses agences, les grands groupes, WPP, Publicis, etc. Il y a peu d'agences indépendantes qui ont émergé, qui ont fait des gros cartons en Italie, comme on voit en France ou ailleurs. Derrière, sur la formation des consultants, c'est un enjeu majeur, surtout aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, je veux dire, la formation, elle a jamais été aussi importante que de nos jours. Ça évolue tellement vite, quoi. En plus, ça évolue trop vite. Ouais. Ça évolue trop vite. Je pense qu'on est tous un peu perdus. Tu fais ta formation et il y a déjà un nouveau truc qui sort et qui rabat les cartes. Voilà, exactement. Mais le plus important, c'est de se dire que oui, on va peut-être pas aller aussi vite et prendre tous les trains, mais on monte quand même dans le train. On fait des choses, on l'applique et puis on arrête le savoir aussi. Nous, c'est ce qu'on a fait par exemple avec l'arrivée du GEO. Donc le Geo Generative Engine Optimization, comment on se référence sur ChatGPT et consorts. En fait, ce qu'on a fait il y a déjà 1 an et demi, c'est de se dire on va créer une business unit Geo et on va arrêter le savoir quelque part. Parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de bruit que moi, quand j'ai appris le SEO, il y a quelqu'un qui m'a assis sur une table, en l'occurrence c'était Andrea, et il m'a dit voilà, c'est comme ça et comme ça que ça se passe. Et une fois que tu as ces bases-là, derrière, après, tu vas lire des articles, tu vas enrichir, tu vas aller chercher, t'es à 80% de compréhension, tu vas aller chercher lentement des pourcentages et puis tu vas grandir. Et pour le Geo, ce qu'on a fait, c'est très vite, on a arrêté de savoir, on a dit le Geo, ça se passe comme ça. Maintenant, une fois que nos consultants ont ces bases-là, ils opèrent la même maturation qu'ils le font sur leur métier. Donc c'est ce que nous on a en interne. On a un truc qui s'appelle l'Eskimos Academy. On fait 6 workshops par semestre qu'on dispense à tous nos consultants en Europe. Et on essaye d'arrêter le savoir. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à une époque où il y a énormément de bruit et au final on peut se perdre et faire des insomnies tellement ça va vite. C'est clair, ouais. Donc c'est vrai qu'il faut rester. Et du coup, tous les webinaires, j'imagine après c'est peut-être diffusé en anglais pour que tout le monde puisse comprendre. On fait toutes nos formations en anglais, ouais. Ok, ouais. Donc nous c'est un critère de recrutement. Le fait de pas parler anglais, c'est pénalisant. Ouais. Chez nous. J'imagine sur un groupe international, il faut que. Oui, et puis en fait on essaie de mutualiser des choses. C'est-à-dire que les formations. Une petite agence de 10 personnes, elle peut pas faire 6 workshops par semestre, 12 workshops. Les workshops chez nous, c'est 4 sessions de 2 heures sur le semestre. C'est conséquent ce qu'on délivre. Et donc du coup, nous, notre taille critique nous permet de dire ok, on a 250 consultants. Au final, si tous les semestres, tu as 5-6 consultants qui vont travailler à fond sur le fait de monter un programme et partager, et délivrer, ça peut tourner et on peut arriver à former et à embarquer tout le monde. Donc ça, c'est un de nos avantages concurrentiels, le fait d'être nombreux comme ça. Par contre, oui, il faut le faire en anglais. Ok, ça marche. Et du coup, pour le Géo, qu'est-ce que vous préconisez, on va dire, à vos clients? Est-ce que, par exemple, tous vos clients ont cette demande-là ou... Ouais. Alors nous, déjà, quand il y a des prospects qui viennent me voir en me disant je veux faire du Géo,
Je lui dis d'accord, mais en fait on va faire de la visibilité organique, on va pas faire du SEO. Tu vas pas garder ton agence SEO d'un côté et me demander à moi de te faire ton SEO. On va faire les choses une fois, en tech, en sémantique, en autorité, et on va avoir un impact sur Google et sur ChatGPT. Ok. Donc déjà ça c'est important de comprendre ça, de se dire que le SEO c'est pas Un truc en plus. c'est pas un truc à part en fait. C'est juste que notre manière de faire du SEO a changé. On faisait du SEO, on faisait un texte. En SEO, notre manière de faire un texte, on l'a adapté. On a rajouté des listes de puces, on a rajouté des résumés en haut d'articles, on a rajouté ce genre de choses qui font que notre texte il va ranker sur Google et il va ranker sur les IA. Donc déjà ça c'est la première chose. Et tous nos consultants aujourd'hui c'est des consultants à la fin c'était vraiment la grosse mutation qu'on a fait cette année, c'était de transformer nos consultants SEO en consultants en visibilité organique, en SEO/GEO. Et donc, c'est une prestation qu'on opère systématiquement pour tous nos clients. Nos clients, on leur parle plus que de Google, on leur parle de visibilité organique. Search, de ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et sur notre Eskimos app, on va traquer aussi bien la perf sur Google que la perf sur les LLM. Okay. On a 2 vues pour le faire. On a la vue Google Analytics ou Matomo ou outils Analytics qu'on va retranscrire dans l'Eskimos app. On va traquer toutes les visites en provenance des moteurs LLM et les conversions. Et après, on va avoir la vue dans un outil qui s'appelle LLM Ranking chez nous. On va travailler sur la share of voice. La share of voice, et on va traquer une centaine de prompts en rapport avec les thématiques du client et on va taper ces prompts tous les jours et voir si le client ressort ou pas et lui dire, par rapport à tes concurrents, t'es à 30% de visibilité quand tes concurrents sont à 50%, donc t'as un déficit de visibilité. Okay. Ou au contraire, t'es leader en visibilité sur les LLM. On va traquer Gemini, Perplexity et ChatGPT et dire sur ChatGPT t'es leader, sur Perplexity t'es en dessous, etc. Donc ça c'est une prestation qu'on offre à nos clients systématiquement quand on fait du SEO pour eux. C'est pas une option. Ok, ça marche. Et du coup, pour l'optimisation des contenus, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que aussi vous vous basez sur de l'IA pour faire de la génération de contenu? Quel est votre process? Est-ce que c'est des trucs qui sont 100% humains, 100% IA, hybride? Ouais. Alors c'est marrant parce qu'en début d'année, il y avait encore des clients qui étaient, la plupart des clients étaient plutôt réticents au contenu IA. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, donc on est début 2026, voilà. Pour ceux qui nous écoutent. On est début 2026. Et 100% de nos clients sont plutôt réticents à l'idée de faire du contenu que par des humains. C'est-à-dire que si on leur dit, nous, c'est que de la rédaction manuelle, ils vont nous dire, mais en fait, vous êtes pas transformés, quoi. Enfin, je veux dire, utiliser l'IA, c'est un bon outil quand même pour rédiger du contenu. Ça me donne pas hyper confiance que mon agence n'utilise pas l'IA. Donc voilà. Donc il y a eu un paradigm shift en 2025 sur le contenu IA était un répulsif et c'est devenu un must. Ce qu'on recommande, nous, systématiquement, c'est du contenu IA humain. De toute façon, l'IA est un magnifique outil pour créer du contenu, mais c'est assez terrible si on met pas un humain derrière. Ça fait du contenu de très faible qualité qui va pas se distinguer, c'est nul. C'est ça, voilà, on est d'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que, imaginons que tout le monde se mette à créer du contenu IA. En fait, il se base sur le contenu qui a déjà été publié sur le web, mais c'est-à-dire qu'au final, au fil du temps, la proportion de contenu IA va être de plus en plus grande. Et au final, l'IA c'est bien parce que ça retravaille des informations qui sont trouvées sur Internet, mais après on va dire que pour trouver de nouvelles idées, c'est pas forcément l'IA qui va aller si on la met pas sur la piste. Clair. Faut qu'il y ait quand même des cerveaux humains qui quelque part mettent sur le web des trucs qui sont intéressants, des nouveautés, etc., des analyses qui vont pouvoir après être reprises et retravaillées par les IA. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est un peu le danger, tu vois, parce que sinon, le fait d'avoir des sources, après, ça va juste être du blabla qui va être travaillé en blabla. Et voilà, on va dire, c'est ce que nous, on essaye de faire du côté de VP Marmite, c'est que, on a du contenu qui se fait par IA, mais il y a quand même un humain qui repasse derrière pour réfléchir, pour adapter, pour montrer un petit peu que il y a du vrai. Faire le plan déjà, voilà. En fait, faire le plan et être derrière l'idée. Ouais, même l'IA, tu vois, après, il y a des outils comme WiseWand, je sais pas si vous utilisez, mais qui permet de générer des contenus ou TextBulker, qui permet d'aller regarder les SERP et créer un contenu à partir des contenus qui rentrent dans la SERP, comprendre l'attention et essayer d'avoir des contenus qui sont adaptés. Mais nous, on l'a vu récemment. Moi, je déconseille un peu justement ça. Moi, je pense que mais en tout cas, on les retravaille derrière. Ouais. Mais je pense que c'est l'humain qui doit être à l'initiative de l'idée derrière l'article.
Après, c'est à l'analyse de l'intention que tu vas aller voir sur la SERP, voir ce qui ressort. Ok, c'est pertinent. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des outils qui essayent d'analyser ça. Mais après, je pense que ça vaut quand même le coup de mettre un coup d'œil quand même sur la SERP pour être sûr de bien sûr. Non, mais de mettre un bien coup d'œil cerner ton contenu, quoi. Mais je pense que c'est une mauvaise idée de laisser à l'IA le fait de faire le plan de l'article parce qu'en réalité, il y a un pattern qui est. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Après, ça dépend peut-être le contenu que tu cherches à publier, quoi. Quel est le but? Est-ce que ça va être un contenu faible valeur, on va dire, ou vraiment un contenu grosse valeur ajoutée, ou vraiment il y a un enjeu derrière peut-être même de conversion? Quel est ton type de page? Est-ce que c'est plus une page qui va aller pousser d'autres pages, ou est-ce que c'est une page, on va dire, pilier que donc il y a cette distinction-là, je pense, à voir. En tout cas, contenu humain IA, ça c'est clair. C'est le combo gagnant. Ça serait bête de pas utiliser l'IA pour créer du contenu. Ce serait fou de pas utiliser l'IA pour créer du contenu. Et en même temps, laisser l'IA en pilote automatique, ça va vers une merdification après du contenu de ton site, et c'est certainement quelque chose qui va décrédibiliser à long terme ton site. Tu perds en qualité, alors c'est vrai que j'ai vu, il y a des outils aussi qui font ça. Ça me fait un peu peur d'utiliser ça. Alors c'est vrai que peut-être sur le court terme, tu peux avoir un pic, mais peut-être que la fessée, elle va arriver après, et donc ça peut il y a des partages d'expérience là-dessus. Sur tu sais, le jeu des SEO, c'est de monter des sites, notamment pour aller dans Discover et pour faire sur des stratégies assez court-termistes où ils vont bombarder. Donc ça, c'est des trucs très black hat. C'est des braquages. C'est des braquages. C'est des SEO indépendants qui font ça et qui essaient de tirer du revenu à travers ces pratiques-là. Donc, qui consistent à créer énormément de contenu avec de l'IA, sur même des articles chauds, etc. On voit les sites qui pètent, qui prennent vraiment en trafic et puis qui se font pénaliser au bout d'un moment. C'est vrai que quand tu as un business, tu t'amuses pas à faire ça. C'est un peu dangereux, quoi. Donc, il faut se méfier de tout ça. Et du coup, en termes de SEO peut-être plus technique, est-ce que c'est encore un gros enjeu chez vous vis-à-vis de vos clients? Toujours. Ça a plus tendance à le contenu prend plus le pas, ou c'est non, il y a quand même le triptyque, il est toujours le même. Technique, contenu, autorité, et t'enlèves un angle au triangle et c'est le château de cartes qui se pète la figure. La technique est indispensable et elle est encore plus avec les IA qui sont un peu plus chafouines sur la manière dont ils vont crawler les sites, notamment sur le JS. Les schémas.org, les données structurées et tout ça. Donc sur le schéma, ça va beaucoup aider. Mais je crois elles sont beaucoup plus sensibles au temps de chargement que les Google. Donc il faut vraiment travailler ses Core Web Vitals, travailler ses balises schéma.org, et faire attention aussi à afficher, le contenu en JS, afficher en JS et le rendering se fait pas, en fait. Ça, c'était aussi le cas pour Google. C'était le cas, mais Google le fait maintenant. Oui, maintenant, c'est ça. Mais les LLM le font pas. Il y a eu des tas de cas de refonte géniales faits par des designers, etc. où le site, tu regardes le code, c'est juste une ligne énorme de JS et puis que c'était la boîte noire, quoi. Donc, Et donc ça, c'est des sites qui vont poser problème pour le référencement sur les LLM. Et puis, tu as aussi l'aspect que donc les LLM, c'est vrai que vont aller parcourir les sites, mais il y a aussi une bataille avec Google parce qu'ils allaient aussi vérifier les SERP. Et donc là, Google, c'est un peu la bataille pour, de ce que j'ai compris récemment, c'est que il y a tout vraiment une grosse bataille pour ne pas donner forcément de la donnée fraîche au LLM, et que comme ça Google garde la primeur, et surtout avec Gemini aussi, qu'ils puissent garder ça. Et donc, ils ont supprimé le liste 100. En plus, le nombre de pages qui remontent. En fait, il y avait un truc qui s'appelait le liste 100 où n'importe qui pouvait faire une requête sur Google et avoir, si je tape agence SEO, les 100 résultats de la SERP. C'est ça. Et ça, Google l'a supprimé pour rendre le travail un peu plus difficile à ChatGPT et consorts. Et nous, notre pari chez Eskimo, c'est que Gemini va devenir un leader, en fait. On voit même les dernières courbes là que j'ai pu voir, c'est que tu vois Gemini qui est bien en dessous de ChatGPT, et là ça va bientôt se croiser, quoi. Ça va bientôt se croiser, et pour nous ça paraît être une évidence pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en fait, Google, ça fait quand même des années. Ils ont un trésor de guerre. Et il y avait, je lisais un article à la dernière fois qui disait, ils ont l'habitude, leur chambre elle est déjà bien rangée à Google. L'info elle est bien rangée depuis très longtemps. Et à un moment donné, c'est essentiel pour faire tenir un LLM d'avoir
comme tu disais, ce trésor de guerre et cette chambre bien rangée. Tout ce qui monétise via Google Ads, et donc ça leur permet d'investir. Et donc effectivement, ils ont peut-être pris plus de temps. Il y a eu même des bad buzz qui sont sortis, etc. Gemini n'était pas forcément génial, mais et puis ChatGPT perd de l'argent aussi tous les. C'est ça. C'est ça. Et en fait, ChatGPT perd de l'argent, voilà. Et c'est des milliards. Et en fait, c'est inquiétant. Enfin, c'est inquiétant. Ils vont devoir monétiser. Ouais. Et ça peut amener quelques déceptions côté utilisateur, cette monétisation. Et puis Google, plus largement, c'est un écosystème, quoi. C'est un écosystème. Donc, en tout cas, nous, notre pari, c'est que Google sera finalement leader sur les LLM à horizon 2-3 ans. Ok. On va voir ce que l'avenir nous dira. Mais ok, super. Peut-être on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Donc voilà, tu me disais que pour le futur, voilà, on aurait Gemini qui va un petit peu. Puis on a même les AI Overviews qui vont sûrement arriver en France. Voilà, c'est vrai que là on est un petit peu sous une cloche en attendant que ça se développe, mais avec la réglementation européenne qui bloque un peu tout ça, mais voilà, ça va sûrement évoluer et donc aussi continuer de faire baisser le trafic global, on va dire, venant du SEO en tout cas. Est-ce que vous anticipez un petit peu tout ça chez Eskimos? Ouais, nous on anticipe de toute façon la baisse du clic en provenance de Google, c'est inévitable. Nous, pour avoir des clients du coup en dehors de France, on l'a vu avec AI Overview, ça provoque sur des requêtes informationnelles un drop de 40-50% du clic sur des requêtes informationnelles. Après, AI Overview est aujourd'hui display sur à peu près 20% des requêtes. Ok. Sur ces 20% de requêtes, c'est 90% de requêtes informationnelles. Donc en fait, les requêtes transactionnelles sont pas tellement attaquées. Bon, peut-être que des produits après apparaîtront à ce niveau-là. Peut-être, mais en tout cas, sur le transactionnel, quand même, Google a intérêt à monétiser, c'est à faire du clic, notamment avec AdWords. Donc c'est vrai qu'ils ont un petit peu cette ambivalence. Ça va pas être évident d'arbitrer. Ça sera pas une plateforme zéro clic Google, jamais. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui, nous, comment on accompagne nos clients, c'est arriver à essayer d'avoir de nouveaux systèmes de mesure, où le clic n'est plus l'alpha et l'oméga d'une prestation de SEO, et on va aller chercher d'autres KPI, l'impression, le share of voice. Voilà. Donc et du coup tout ça c'est dans votre app, on peut suivre tout ça c'est dans notre app, ces éléments-là. Absolument, ouais. Ok, super. Et pour finir, on peut peut-être finir un petit peu sur ta dimension de DG, de dirigeant. Est-ce que quels ont été, on va dire, tes gros apprentissages de ces derniers mois et années avec ce changement du coup de l'arrivée de l'IA? Là, franchement, ça a dû rabattre les cartes au niveau des process, au niveau de tout ce de la formation, de ce que tu disais tout à l'heure. Non, alors on vit un tsunami et je pense que pour parler à aussi beaucoup de potes qui travaillent en entreprise ou qui sont entrepreneurs, on est tous un peu dans le même tsunami. C'est ça. On a du mal en fait à faire de la prospective et à se dire demain ça va être comme ça. Voilà, on sait pas tellement où on va. C'est très flou. Et en fait, si on reprend un peu le contrôle de ses émotions, on se dit en fait qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste être meilleur que mes concurrents à la fin. Oui, parce qu'on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Le rythme d'innovation, il y a personne qui va le suivre. Personne ne le suit. Donc, à un moment donné, il faut juste être un peu meilleur que ses concurrents, innover un peu plus que ses concurrents, marketer un peu mieux que ses concurrents, vendre un peu mieux que ses concurrents. Et même si le gâteau, dans le contexte économique qu'est le nôtre aujourd'hui, qui est pas très favorable. Il y a ça aussi. Pas très favorable. Le gâteau se rétrécit, le gâteau se rétrécit un peu, il faut prendre une plus grosse part de ce gâteau-là. Donc, moi, c'est vraiment ça, mon apprentissage. Je suis très content, en fait, de vivre cette période-là. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a un peu plus de 10 ans. T'as vu plein de... Dans le web, j'ai vu principalement des croissances à 30, 40, 50%, 100% par an. J'ai vu une boîte qui a été complètement portée par un marché et par le vent. Et c'était génial. À un moment donné, on est dans un contexte là qui est en train de se retourner, et je suis hyper heureux moi de vivre cette période-là, de me dire c'est un bon apprentissage aussi de vie. C'est ça va challenger les process, ça va challenger pas mal de choses. Absolument. C'est aussi le bon moment aujourd'hui pour se dire ok, donc être meilleur que ses concurrents, vraiment resserrer les écrous à tous les niveaux, et comme tu le dis, challenger les process, et être une boîte au sortir de cette tempête qui sera beaucoup plus forte qu'avant ce passage-là.
Et au final, voilà, tout à l'heure, on parlait de SEO et plus de global search, mais au final, la bataille, voilà, c'est la bataille de la visibilité. C'est comment on va arriver à faire en sorte d'avoir, vous, pour votre marque, plus de visibilité, mais aussi pour les clients. Au final, c'est ça la bataille. C'est pas juste SEO, TikTok ou je sais pas quoi. C'est vraiment visibilité. Comment j'arrive à être visible et trouver les bonnes stratégies pour être visible sur telle plateforme. Et donc, c'est vrai que c'est un peu tout azimut. Et donc, Ouais, faut arriver à gérer tout ça, quoi. absolument. Et ça demande, en fait, ça demande des consultants. Et nous, encore une fois, je pense qu'on a une force, c'est d'avoir énormément de force vive chez nous. Et cette année, par exemple, ce qui a fait la vraie différence chez nous, c'est des consultants, des experts métiers, compris des ownership innovation. Ok. Des consultants qui se sont mis dans le geo, des consultants qui se sont mis dans l'automation, à faire des trucs sur N8N complètement dément. Ouais. Des consultants qui se sont mis dans le contenu repurposing, qui vont s'aider de l'IA pour arriver à se dire, de cet article-là, je vais en faire plein de contenu. Et voilà. Et en fait, je trouve que c'est passionnant d'avoir à suivre ça, et on peut se reposer sur des experts qui cèdent des nouveaux outils qui sont mis à disposition pour transformer l'agence en fait. Et du coup, toi, comment ça a évolué au niveau peut-être du recrutement et de la gestion des équipes? Il y a des choses qui ont changé à ce niveau-là? Ouais, alors donc dans le recrutement, je dirais qu'on va vers une seniorisation des équipes. Ouais. On va vers une seniorisation des équipes parce que les clients sont devenus aussi plus exigeants, le marché est plus compétitif, donc c'est intéressant pour nous d'avoir des consultants qui soient de plus en plus seniors. On va vers un modèle U-shape aussi sur les consultants. Ok, c'est-à-dire multi-expert. Ok. Ok, ça fait 2 ans que tu fais du SEO chez nous. Très bien, t'as tes bases, t'es solide, tu connais bien ton domaine. Maintenant, tu vas apprendre un nouveau métier. Soit tu vas te mettre dans de l'automation, soit carrément tu vas devenir aussi consultant SIA. Ok. Et donc tu vas être consultant SEO SIA avec une dominante qui sera toujours en SEO. Mais si ton client demain il a un besoin SIA, tu vas pas l'envoyer vers ton copain. Okay. Tu vas pouvoir le gérer toi-même et travailler sur du coup vraiment cette posture de business partner vis-à-vis du client. C'est quelque chose qu'on a mis en place cette année et qui fonctionne très bien. D'avoir une vision plus globale au final sur... D'avoir une vision plus globale et finalement quand t'es plus un expert uniquement d'un domaine mais que tu deviens multi-expert, finalement tu prends plus facilement cette posture de business partner parce que tu comprends que finalement nos clients, 100% de nos clients, ils viennent pas pour faire du SEO. En fait, ils viennent pour augmenter leurs ventes. Voilà, c'est ça. Et surtout ça aussi. Voilà, ils viennent pour augmenter leurs ventes. Et donc, du coup, le fait d'être multi-expert t'aide à prendre mieux cette posture-là, de parler vraiment business avec ton client et de te dire, OK, je peux lui parler de SEO, mais si le SEO, il y a des choses où je vois qu'il y a des freins parce que techniquement, il n'arrive pas à implémenter sur son WordPress les recommandations que je lui fais, et ben, je vais pouvoir lui pousser plus de paid. Parce qu'à la fin, il faut quand même travailler sur ses ventes. C'est ça, super. Ok, génial. Du coup, c'est parfait. Tu vois, on finit sur l'aspect business. Ça colle bien avec le nom du podcast. Absolument. donc génial. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé technique WordPress, mais au final, on a parlé SEO, qui au final est implémenté dans WordPress. Donc c'était top. Merci Tom Tréhard du coup d'Eskimos d'avoir participé à ce podcast en partenariat avec Amphibie. Et donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez appris des choses. Si vous avez une grosse structure, le global search maintenant c'est la chose sur laquelle il faut se concentrer. Et donc essayer de viser tout azimut pour avoir de la visibilité sur un maximum de plateformes et au final faire des ventes comme on le disait, parce qu'au final c'est ça le nerf de la guerre. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et sur ce, rendez-vous pour un prochain épisode de WordPress côté business. Ciao.